J'aimerais te dire qu'il y a quelqu'un qui connaît tes soupirs. J'aimerais te le présenter, son nom est Jésus, et lui seul peut transformer. Un peu ça. Donc, pour boucler cette émission d'aujourd'hui, on va maintenant essayer avec vous de juste retracer, de juste connaître votre parcours, parce que vous en avez beaucoup parlé pendant tout au long de l'émission, vous avez beaucoup parlé de ça, vraiment. Si vous pouvez un peu nous retracer votre parcours en tant qu'étudiant, les difficultés, comment vous êtes accroché au Seigneur là-bas en France et comment vous avez enfin pu obtenir votre doctorat et être la personne que vous êtes de façon professionnelle. Donc, si vous pouvez nous en donner par rapport à ça, pasteur, je vous donne la parole. D'accord. Il faut dire que déjà, je pense que tout est grâce et je suis vraiment je suis la résultante, on va dire ça comme ça, de la grâce de Dieu en réalité. Au-delà de tout ce qu'on va dire tantôt, c'est vraiment Dieu en réalité qui fait grâce. J'ai fait mes études, j'ai été tour à tour dans des, on va dire, à Libreville. J'ai fait l'école primaire à la Sorbonne, pour ceux qui connaissent, pas très loin de la gare routière. Ma mère était institutrice. Donc, ensuite, j'ai eu mon brevet d'études. Non, pas le brevet, le CEP, c'est ça s'appelle. Le certificat voilà. J'ai eu le CEP. J'ai eu le concours, il me semble aussi. Après, je suis allé, j'ai fait peut-être la 6e à Quaben. J'ai fait ma 6e à Quaben, pour ceux qui savent. Je pense que ça faisait pas longtemps que les garçons étaient admis. Voilà. Après Quaben, je suis allé à OIM. À OIM, voilà, les études, franchement, avec mon père, c'était un peu difficile parce que mon père voulait tellement qu'on apprenne, ma mère surtout. Mais bon, moi, les études, à un moment donné, je ne voulais pas. Donc, j'ai traîné le pas, j'ai perdu du temps entre la 6e et la 5e. Sincèrement, je pense que j'ai dû perdre 4 ans entre ces deux classes-là, sérieusement. Donc, je vais à OIM suite à l'affectation de ma mère et à la mise en retraite de mon père. Et quand je me retrouve à OIM, ben, j'ai été à tour au CS d'Umful, j'ai été au CS d'Angone, et ensuite, il y a eu le déclic avec le département éducation jeunesse à Béthanie, et quelque chose s'est passé dans mes études. Je pense qu'à partir de ce moment-là, il me semble que je n'ai plus connu d'échec, en réalité. Il me semble. Sauf avec le problème que j'ai eu en terminale avec le bac. Mais sinon, je n'ai plus connu en réalité d'échec. Et la 2e année aussi. Donc, après le CS public, je vais au lycée d'État d'OIM, j'ai mon bac. Au CS public, j'ai le brevet d'études, j'ai mon brevet d'études. Après le CS public, je vais au lycée d'État d'OIM et au lycée d'État d'OIM, j'ai le baccalauréat. Après il y a un bac B. Après le bac, eh ben, je vais à l'université Omar Bongo. À l'université Omar Bongo, je fais lettres modernes, je fais une licence en lettres, je faisais de la psychocritique, la sociocritique. Après la licence en lettres, je fais une maîtrise en lettres. Je soutiens, parce qu'on soutient un rapport de maîtrise. Après cette soutenance, je vais en France. J'arrive en France, à Rennes, et précisément à Rennes 2, en Bretagne, où je suis actuellement pour quelques jours. Donc, j'arrive en Bretagne et je fais, et là, j'ai la bourse du Gabon. Je précise que quand j'étais au lycée d'État, plutôt quand j'étais à l'université Omar Bongo, j'avais eu le bac au premier tour. J'ai eu le bac au premier tour. Et quand j'ai eu le bac au premier tour, en 2004, il me semble, quand j'ai eu le bac au premier tour, j'arrive à l'université Omar Bongo. Certains qui avaient eu le bac au 2e tour ont eu la bourse et pas moi. Beaucoup m'ont dit que c'était pas possible, mais je vous avoue que j'ai fait toutes mes études universitaires à Omar Bongo sans jamais toucher la bourse, pas une seule fois. Et je n'ai connu qu'un seul échec à l'université, c'était en 2006, j'étais en 2e année. Voilà, c'est l'année où je vais perdre ma mère. Donc, j'ai fait plusieurs mois sans aller à l'université parce que ma mère, elle a quasiment rendu l'âme dans ma chambre parce que c'est moi qui ai fait venir ma mère d'OIM pour qu'elle nous retrouve à Libreville parce elle était malade et elle va elle va rentrer dans le coma dans la chambre et puis voilà. Ça s'est passé comme cela et ça a été
jusqu'aujourd'hui, l'épreuve la plus difficile qui m'a été donnée de traverser jusqu'aujourd'hui. Donc, j'ai perdu ma mère et c'est la seule année, j'ai repris ma deuxième année à l'université. Donc, à UOB, je soutiens ma maîtrise. J'ai une très bonne note qui me permet justement de prétendre à la bourse. Voilà. On me donne la bourse une première fois et je fais une année sabbatique. Je reste une année de plus au Gabon, sauf que quand je vais pour rechercher cette bourse, on me fait comprendre qu'il n'y a plus de bourse pour toi, ainsi de suite. Il faut aller à tel endroit. Je dis, mais je fais comment? J'ai pas de parents. J'étais déjà orphelin de père et de mère. Alors, comment je fais dans ces situations-là? J'ai été reçu, je peux le dire, avec Monsieur Tardin, avec Monsieur Massard à l'époque. Les deux m'ont reçu dans leur bureau, Dieu m'est témoin, et ils m'ont dit clairement qu'il n'y avait pas de solution pour moi. Et c'est une femme que Dieu avait touchée plus tard, Madame Nkié, avec qui je n'ai aucune parenté. Non, il n'y a pas de souci. Donc, je me retrouve donc à l'université Thomas Bongo. Et finalement, c'est comme ça que j'ai passé toutes mes études universitaires au Gabon sans jamais toucher la bourse gabonaise. Pas une seule fois. Tout étant méritant, faut bien préciser. Je méritais la bourse, mais on ne me la donnait pas. Je déposais à l'université Thomas Bongo et j'allais déposer ensuite au bourse et stage. La preuve en est que finalement, quand j'avais tenu ce discours à Monsieur Massard et à Monsieur Tardin, ils m'ont dit que c'était pas vrai. Et plus tard, Madame qui a vérifié, elle avait trouvé tout ce que j'avais déposé. C'est alors qu'on me rappelle plus tard, j'ai finalement ma bourse 2 ans après, je vis en France et je viens en France pour faire en fait un master recherche, c'est-à-dire master doctorat. Donc, il y a certains qui viennent pour faire rien que le master professionnel. Moi, je viens pour faire, j'ai eu la bourse pour un master recherche. Sauf que quand j'arrive ici en France, entre-temps, le pouvoir en place change de règles, je me retrouve sans bourse. Donc, finalement, dans mes études universitaires jusqu'à l'obtention de mon doctorat, je n'ai touché la bourse gabonaise qu'une seule fois, qu'une seule année. Voilà. Donc, ce qui fait en sorte qu'on me supprime la bourse et puis Dieu fait quand même grâce. Je trouve les petits boulots. J'ai fait le ménage pendant 1 an et demi. Je le dis toujours aux gens. Et ça me réconforte parce que je dis toujours aux gens, c'est avec cet argent, et c'est vrai, que j'ai épousé ma femme, avec l'argent du ménage. Donc, je faisais mes études tout en faisant le ménage pendant 1 an et demi. C'est ce que je faisais. Il m'était arrivé parfois de faire un petit métier comme écrire pour un journal en ligne, mais ça venait à compte-gouttes. Or, moi, j'avais déjà beaucoup de dettes parce qu'il fallait payer le loyer, et ainsi de suite. Donc, et quelque temps après, la France, l'État français, il faut vraiment le dire, a pris le relais. Donc, c'est finalement mon école doctorale qui a payé mes études, à la fin qui payait ma chambre, qui payait ainsi de suite, jusqu'à ce que Dieu ait fait grâce et que j'obtienne mon doctorat en sciences du langage en linguistique. Voilà. Ça s'est passé comme cela. Mais vous avez dit quelque chose d'important par rapport à votre femme. Comment votre femme a pu aimer quelqu'un qui faisait médecine? Parce que vous savez, pour la petite histoire, moi je connais des filles ici qui disent non, je ne peux pas épouser je peux pas être avec telle personne parce qu'il fait telle chose. Oui, sauf que le problème, c'est que j'entends souvent ce discours-là aussi, mais on ne peut pas épouser quelqu'un, une personne qui n'est pas quelqu'un. J'aime cette expression-là, une personne qui n'est pas quelqu'un. Sauf que la personne qui est devenue quelqu'un est bien passée par quelque part. Il y a quelqu'un qui a supporté. Et malheureusement, il y a des gens, ils veulent juste récolter des fruits qui n'ont pas, voilà. Bon, moi, la particularité, j'entends aussi souvent ce discours parce que mon épouse est bretonne, elle est européenne. D'accord? Donc, j'entends aussi souvent le discours, mais c'est facile, on a épousé une blanche. J'aime pas trop ce terme-là parce que sincèrement, c'est les gens qui me font remarquer que ma femme est blanche parce que c'est ma femme, point final, sincèrement. Mais j'entends souvent le discours comme quoi, si on a épousé une blanche, c'est parce que. Non, moi je le dis clairement. Ma femme, quand on s'est marié, déjà, elle a beaucoup d'années de moins que moi. On a pratiquement, je ne donne pas, allez, mais on a beaucoup d'années d'écart, je suis plus âgé que ma femme de beaucoup d'années, et donc, et quand moi j'étais en première année de thèse, ma femme était déjà ingénieure, d'accord, et ma femme venait voir là où je faisais le ménage, il n'y avait pas de complexe, elle venait, elle appréciait, alors qu'il y a beaucoup qui auraient dit, bon voilà, c'est comme j'entends souvent ce discours-là, il est vrai, il
y a des gens qui épousent des femmes pour telle ou telle raison. On n'est pas naïf, c'est vrai. Mais j'aime pas trop les amalgames. Moi, je le dis. Quand je suis venu, je n'ai jamais dit je vais épouser forcément une fille. Non, Dieu m'est témoin. Mais c'est vraiment quelque chose qui s'est passé et c'était, je le crois, la main de Dieu. J'ai rencontré ma femme, je faisais le ménage. Elle finissait parce qu'elle est ingénieure en structure, mon épouse. Elle finissait ses études. Elle avait commencé, oui. Elle venait de commencer, elle était en stage. Voilà, elle était en stage, elle venait de commencer. On s'est rencontrés en ce temps-là. Elle m'a aimé comme j'étais, elle m'a encouragé. Elle n'a pas eu honte que je fasse le ménage. Au contraire, voilà. Donc, elle m'a encouragé parce qu'il y a des gens qui disent souvent, mais oui, quand on a réussi, on pouvait épouser. Non, moi, ma femme m'a choisi alors que je n'avais rien. J'avais Jésus, bien sûr, qui est l'essentiel, mais je ne travaillais pas. Donc, c'est une partie, voilà. Ce n'est pas que, en fait, elle m'a épousé, je travaillais déjà ou non, 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 voilà. Elle m'a épousé parce que elle m'a aimé, c'est tout. Comme elle a l'habitude de dire, on s'est mariés et Dieu a fait grâce. Aujourd'hui, on a fêté il n'y a pas très longtemps notre 9e année de mariage. Ça fait 9 ans qu'on est mariés. Et Dieu fait grâce jusqu'à aujourd'hui. On a 3 merveilleux enfants. Voilà. Et puis, voilà. Mais encore une fois, je le dis toujours parce que j'entends souvent ce discours, les gens qui préfèrent épouser les noirs ou les blanches. Bon, après chacun a ses préférences. Moi, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a aimé avec tous les défauts du monde. Je n'avais pas de bourse, je n'avais rien. Je voulais même retourner au Gabon et tout. Et voilà. Et elle travaillait déjà. Elle a cru en moi. Elle a véritablement cru en moi. Elle m'a aimé et on a cheminé ensemble. Quelque temps après, on s'est fiancés et je crois 1 an après, on s'est mariés et Dieu a fait grâce, quoi. Voilà, voilà. Chacun a son histoire. Maintenant, je sais qu'il y a des gens qui aussi versent dans une forme de facilité. C'est une vérité aussi, mais pas tout le monde. Voilà, c'est tout, c'est tout. Donc, on s'est mariés et tout. Elle travaillait avant moi. J'ai dit toujours aux gens, notre première année de mariage, c'est ma femme qui paye le loyer. J'ai pas honte de le dire. Notre première année, c'est ma femme qui paye le loyer. Pardon, parce que moi, cette année, j'étais en train de terminer. C'est l'année que je devais soutenir même ma thèse, quasiment. Donc, c'est elle qui payait le loyer. Et moi, je donnais quelques cours à côté. Je participais à la popote de la maison, des petites choses comme cela. Mais le loyer, c'est elle qui payait. Parce qu'elle avait déjà un certain salaire. Elle est dans le privé, et ainsi de suite et tout. Donc, voilà. Et quand j'ai commencé à travailler, eh ben, écoutez, j'ai pris le relais. Voilà. Mais elle sait, et je pense que c'est important quand vous avez traversé ces moments ensemble. Voyez? Parce que la personne te connaît et tu connais la personne. Je pense que ce sera l'objet d'autres enseignements en ce qui concerne le mariage. Même si pour moi, le mariage, c'est la grâce de Dieu. Il n'y a pas de recette magique au sens pour dire si j'ai réussi mon mariage, c'est parce que je crois pas ça. Je crois que il y a des actes que nous allons poser qui vont contribuer à cela, mais c'est d'abord la grâce de Dieu. Voilà. Donc je suis le fruit de la grâce de Dieu dans mes études, orphelin de père et de mère. Et puis voilà, j'ai fait le ménage pendant 1 an et demi. J'ai lavé les poubelles et Dieu était là, il était là. Il m'a pas abandonné. Au contraire, il m'a dit, hey, tu t'occupes de mon œuvre. Alors que moi, j'étais en train de lui dire, j'ai faim, j'ai pas mangé. Et parfois, je prenais qu'une pomme en hiver. Parfois, la première fois que j'ai été chez un huissier, par exemple, c'est en France. Moi, au Gabon, je connaissais pas les huissiers parce que je devais beaucoup d'argent. Et Dieu a commencé, il a ouvert des portes. On m'a appelé, l'école doctorale m'a appelé. Ils ont vu que je travaillais très bien. Ils ont commencé à payer. Et je continue à faire mon ménage sans savoir que j'allais me marier. Et c'est dans cette foulée que je rencontre celle qui est devenue la personne la plus importante de ma vie après Jésus. Voilà. Merci beaucoup, apôtre Steve. C'est moi, merci. Vous avez répondu aussi à une question parce que je voulais vous poser la question de savoir comment le Seigneur vous a fortifié pendant ces moments, comment il vous a épaulé. Je pense que vous avez donné une partie. Je ne sais pas si vous voulez encore ajouter, mais vraiment, c'est la grâce de Dieu. Il y a la grâce, il y a l'obéissance, il faut écouter Dieu. Ça a été difficile. Ça a été difficile parce que, franchement, moi, j'avais appelé le Gabon pour dire je rentre chez moi. Voilà. Et
Et Dieu m'a dit non, tu dois passer par là. J'ai dit non, je peux pas laver les poubelles. Je suis avec la fierté d'un Gabonais, je lave pas les poubelles. Au départ, j'avais honte. Il arrivait quand je lave les poubelles, je me cache derrière pour que les Gabonais ne me voient pas et tout. Et j'étais aussi secrétaire général adjoint des Gabonais de Rennes. Donc, il y avait cette honte-là. Mais Dieu m'a dit, tu dois passer par là. Et j'ai accepté. À un moment donné, j'étais devenu tellement fier. Il arrivait même que je donne un peu d'argent aux Gabonais ça arrivait. Parce que, voilà. Et je commençais à aimer mon travail. Je lavais toutes les poubelles. Je partais à 4 heures du matin. Je travaillais un peu partout. Et ça m'a forgé, ça m'a aidé. Et Dieu a fait grâce. Je pense que Dieu voulait, si je n'avais pas accepté cette école, de la vie, je pense qu'avec Dieu, on ne saute pas les étapes. Il y a des choses que je n'allais pas avoir. Donc, il faut accepter de passer là où Dieu veut que tu passes. Et dès lors que tu l'acceptes, tu vas plus loin. Tu vas plus loin. Voilà. Comme dirait quelqu'un, les épreuves sont les preuves. Les épreuves sont les preuves de l'amour de Dieu dans notre vie. Les Amen. épreuves sont les preuves de l'amour de Dieu. Je le crois. Et je dis souvent aussi aux gens, là où s'arrête l'humainement possible, c'est là où commence le divinement possible. Amen. Voilà. Quand on a l'impression que on n'arrive plus, il y a quelque chose qui se passe. Là où s'arrête l'humainement possible, c'est là où commence le divinement possible. Dieu est là. Mais il faut de l'obéissance et puis il faut croire en lui. Il faut croire qu'il peut faire. Voilà. Il faut croire qu'il peut. Parce qu'il ne va jamais t'abandonner. Jamais. Voilà. Donc, merci. C'est ce que je peux dire. Merci. Ça a été un plaisir. Même si on m'a gardé, 2 heures, près de 2h30, hein. ben oui, je pensais qu'on allait faire 1 heure. Madame, elle est allée tourner avec les enfants. Je leur dis peut-être dans 1 heure, mais puisque je n'ai pas appelé, elle comprend. Donc, elle est en train de tourner dans la vie. Je vais vous laisser partir, apôtre Steve Obam. Vraiment, Ça a été merci, un plaisir. merci, 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 merci. Surtout pour tous ceux qui vont écouter ce meilleur message, tout ce que vous avez dit, je pense que le Seigneur va faire dans votre vie. On va laisser le pasteur Steve Obam, il va prier pour nous avant qu'on ne parte, et puis on va clôturer ces moments. Merci Seigneur pour ces moments. Merci pour l'opportunité déjà que tu m'accordes de pouvoir être ici. Merci pour ton serviteur Val que tu as utilisé. Merci pour ce canal. Merci pour toutes celles et tous ceux qui nous écoutent. Seigneur, en réalité, c'est la grâce. Amen. Et c'est toi la grâce. En réalité, ce n'est pas nous. Seigneur, qu'est-ce que j'ai de bien que je n'ai reçu de toi? Qu'est-ce que j'ai de bien que je n'ai reçu de toi? Tout ce que j'ai de bien me vient de toi. Je prie que toute personne qui va écouter ce message, Seigneur, tu connais exactement son besoin. Je prie que celui-ci puisse trouver la solution au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et je prie que cette émission aille de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Je bénis ton serviteur. Je bénis tous ceux que tu vas mettre autour de lui, parce que je crois que cette émission, tu l'amèneras dans des sphères, dans des méandres, Seigneur, dans des endroits auxquels même, Seigneur, il n'imagine pas. Accomplis ton plan et merci pour ce message. Merci pour ce qui a été dit. Pardonne-nous s'il y a des choses qui ont été dites d'une manière injuste, d'une manière fausse. Je demande pardon. Mais accomplis ton plan et accomplis ta volonté. Je te bénis encore, Seigneur. Merci pour le privilège. Au nom de Jésus. Amen.